Comme vous l'avez mentionné, je suis avec l'arbitre d'arts martiaux mixtes depuis des années. On va savoir un petit peu plus tard depuis combien de temps qu'il fait ça, mais Yves Lavigne, le Québécois, le seul Québécois qui est dans l'organisation de l'UFC qui arbitre les combats depuis des années. Yves, ça va bien? Super bien, merci, toi? Oui, ça va très très bien. C'est-tu moi qui me trompe ou ben non, on te voit un petit peu moins ces temps-ci depuis une couple d'années. On dirait que tu as pris un peu de recul sur ta carrière. Je ne sais pas si c'est une carrière ou un AB, mais sur ta carrière d'arbitre d'arts martiaux mixtes. Ouais, c'est un hobby parce que j'ai un emploi. Je te dirais que depuis les 2 dernières années, tu te trompes pas parce que j'étais à mon compte pendant plusieurs années, ce qui me permettait justement de voyager beaucoup puis de faire à peu près toutes les assignations qu'on m'envoyait. Puis depuis 2 ans, tu sais, mettons que l'âge aidant aussi, tu finis par retourner à mes premières amours. Moi, je suis comptable de profession. Fait que j'ai décidé de retourner en entreprise, puis je me suis trouvé un job de VP Finance, si tu veux, puis ça me demande beaucoup, beaucoup de temps. Puis c'est une compagnie qui est italienne, fait que ça me demande aussi de voyager pour la job. Fait que de bonhomme à l'an, j'avais beaucoup moins de temps. Je voulais prendre ma retraite pendant un bout de temps. Puis quand il y a eu l'UFC à Ottawa, j'ai eu une bonne discussion avec John McCarthy, puis avec un autre Doug Crosby, qui est un juge, puis du monde de l'UFC. Je voulais leur dire, que c'était pour être mon dernier. Puis, en fin de compte, bonhomme allant en jasant avec eux autres, ils m'ont fait comprendre que c'était peut-être pas une bonne idée, que oui, effectivement, que je suis beaucoup moins présent, mais que je peux continuer pareil à arbitrer. Puis en expliquant aux gens, les gens de l'UFC puis aux gens des commissions athlétiques, leur dire écoutez là, je serai plus aussi disponible, puis que je vais leur dire non, mais qu'il faut pas qu'ils se sentent frustrés par rapport à ça. Donc, dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même une bonne camaraderie entre les arbitres, entre vous autres, dans le fond. Avec certains, je te dirais, moi je m'entends bien. J'ai beaucoup plus d'affinité avec John McCarthy puis avec Big Dan que, mettons, avec Herb. Herb, je m'entends bien, là, mais tu sais, il est un peu plus loin que moi. Tu sais, il y a du monde à qui tu t'entends mieux, puis ces deux-là sont beaux. Tu sais, j'arrive d'Angleterre, là, puis Mark Goddard, il est super cool avec moi, il est super correct. La même chose pour Leon Robert. Mais je te dirais que je suis plus proche des deux autres que je t'ai nommés. Ouais, on va reparler un petit peu du show en Angleterre parce que je veux te parler de la finale. T'as fait partie de la finale du dernier combat d'une légende de Dan Anderson. On va revenir un peu plus tard là-dessus, mais tu parlais que c'était un hobby, que tu avais un autre emploi parce qu'il faut pas se compter de mentir quand même. Si on veut vivre de cet emploi d'être arbitre en arts martiaux mixtes, faut en faire des shows quand même, là, parce que c'est quand on parle des salaires, je sais pas si tu peux nous dire combien vous gagnez, mais je veux dire, tu sais, pour vivre de ça, ça doit pas être facile quand même. Non, ben c'est très difficile. Puis je vais dire, oui, j'aurais pu en vivre de ça, ok. J'étais de ceux qui étaient privilégiés que j'avais beaucoup de gigs, si tu veux, à l'extérieur. Mais il faut que tu en fasses beaucoup. Puis j'avais aussi des assignations qui rentraient régulièrement. Tu sais, je vais te donner un exemple. Quand j'ai commencé ici au Québec, là, puis au Québec, en date d'aujourd'hui, je vais vous dire le salaire tout de suite après, mais quand j'arbitrais au Québec, j'ai commencé, c'était 125 $ par ma soirée, là. Toute la soirée, pas par combat, là. Toute la soirée. Puis dans le temps, si on remonte d'un vieux show de TKO, j'arbitrais peut-être 12 à 14 combats dans la même soirée, fait que je faisais même pas 10$ par combat, là. Mais ça, c'est la commission qui te paye. Hein? C'est important de faire la différence entre la commission et l'organisation. Toi, tu arbitres pour l'organisation, mais t'es employé de la commission athlétique. Exact. Puis c'est pour ça qu'eux, ils ont des tarifs. Comme aujourd'hui, le tarif pour le Québec, c'est 141 $. Ça veut dire que si il y a un show, mettons, comme je sais qu'il y a un show qui s'en vient bientôt, puis s'il m'appelle pour me demander si je suis disponible, puis je dis oui, moi je sais que mon chèque de paye avec lequel je vais ressortir cette soirée-là au Québec, c'est 141. Dans les autres commissions athlétiques, c'est eux qui fixent notre salaire. Je te dirais qu'il y a des commissions athlétiques qui payent mauditement mieux que ça. Puis quand tu vas en Europe, dépendant où tu vas, effectivement, ça peut être le promoteur qui paye. Mais moi, je préfère aller travailler dans des endroits où il y a des commissions athlétiques parce qu'il y a une certaine indépendance par rapport au promoteur que tu peux avoir pour pas te faire influencer. Ouais, c'est plus sécuritaire. J'imagine que tu es sûr d'avoir ton chèque de paye avec une commission. Moi, je te dirais que pour en avoir fait une coupe, moi, j'attendais que le virement bancaire soit fait puis que le billet d'avion soit rentré avant de me déplacer. J'avançais aucun argent.
Mais c'est ça, je parlais tantôt, t'as arbitré le combat principal, le dernier UFC en Angleterre. Mm-hmm. Ça change-tu la paye d'un combat préliminaire, c'est la carte principale, ou un main event? Est-ce que ça change quelque chose pour vous au niveau monétaire? Maintenant, oui, au Nevada, ils ont commencé ça. La paye est un petit peu plus grosse quand c'est un combat de championnat. Dans mon cas particulier, ça n'a rien changé pour l'Angleterre. C'était le flat rate que tous les autres arbitres ont eu. Parce que je te dirais que quand on se présente, on ne sait pas qu'on va faire le main event, là. Parce que dans mon cas, là, moi, je l'ai juste su quand ils m'ont donné mon assignation. J'ai regardé à la feuille, puis Mark Radner était à côté, puis il m'a regardé avec un petit sourire en coin. Puis là, je te dis, puis en tout cas, j'ai lâché un gros mot. Parce que j'étais hyper surpris de le faire. Puis il faut comprendre que, étant donné que moi, je suis un Canadien, OK, puis je suis un des seuls dans le Québécois qui se promène un peu partout, moi, je suis comme de la visite quand je vais ailleurs. Ça veut dire que je m'attends jamais à faire les finales. Là. Tu sais, quand tu es de la visite, là, tu vas chez quelqu'un, ben, tu sais, tu t'assis où ce qu'on dit de t'asseoir à la table, puis tu manges ce qu'il y a dans ton assiette. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas toi qui va commencer à caler les shots, puis dire ce que tu veux manger. Fait que moi, c'est la même affaire. Je suis déjà assez privilégié quand une commission athlétique m'appelle, me demande si je suis disponible. Je leur dis oui, je m'en vais là. Tu sais, donnez-moi n'importe quel combat, je suis déjà privilégié d'être là, là. Donc toi, tu pars d'ici de Montréal, tu t'en vas un peu partout dans le monde arbitrer, mais tu n'as aucune idée de combien de combats ou lesquels que tu vas faire. Non. Puis je te dirais que la première fois que je l'ai su, ça a été un peu à l'avance, ça a été quand j'ai fait Anderson Silva contre Chael Sonnen, la revanche. Puis au Nevada, de la manière qui fonctionne, c'est qu'ils disent quelques semaines à l'avance, lors de la réunion, ils vont voter. Puis ce fois-là, c'était un match qui était assez haut profil. Il avait décidé de voter pour moi pour que je le fasse. J'ai tellement haï ça de le savoir à l'avance, parce que là, tous les journalistes le savent. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Puis là, je leur disais, écoutez, je vous donnerai pas d'entrevue là-dessus, crime, je vais les arbitrer dans moins d'un mois. Ouais, mais qui tu penses va gagner? Je le sais pas, moi. Fait que juste cette pression-là supplémentaire, j'en avais pas de besoin. Fait que j'aime mieux même pas le savoir. Je me prépare comme je me prépare d'habitude pour n'importe quel gala, puis je le sais sur place. Ouais, faut que tu marches sur des œufs un petit peu plus quand tu le sais. Là. Mais comment ça marche avec les assignations, les commissions? Là? Comme tu mentionnais, ils t'appellent quand il y a des galas, puis c'est toi, c'est ta liberté d'accepter ou de refuser. Dans le fond, c'est toi qui as tout le contrôle de ton emploi en arbitre. Oui, vu que, bon, moi, j'ai un métier à l'extérieur de ça, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Fait que moi, je peux me permettre de dire oui ou non. Puis, dépendant de mes autres obligations qui peuvent rentrer en conflit avec ça. Je te donne un exemple. J'ai reçu un courriel dernièrement du commissaire de l'Ontario pour le 10 décembre. Lui, il m'a demandé, Yves, je t'envoie un heads up, je voudrais que tu réserves cette date-là si tu peux. Ben, j'ai dit oui. Ça veut dire que le 9, quand j'ai reçu un appel de la commission athlétique de New York, je leur ai dit non pour ce show-là parce que logistiquement parlant, je pouvais pas être à New York et le lendemain être à Toronto parce que moi, je pars pour l'Italie la journée suivante du gala. Fait que j'ai dit, ça va faire pas mal d'avions à prendre en même temps. J'ai pas le goût de vivre ça. Mais c'est ça, c'est qu'eux, ils peuvent t'envoyer un heads-up ou ils t'appellent puis ils disent, bon, mais la plupart du temps, je te dirais que c'est un courriel. On reçoit un courriel nous demandant si on est disponible, on répond par oui ou par non, puis par la suite, là, c'est l'UFC qui va embarquer pour les arrangements, si tu veux, de déplacement. Parce que dans mon cas, je me déplace toujours en avion, fait que il y a toujours l'avion, hôtel, les per dixièmes qui rentrent en ligne de compte. Puis la commission athlétique s'occupe de me payer. Ah, OK. Es-tu déjà arrivé sur place puis refusé de faire un combat? À cause que tu avais un problème avec un combattant dans le passé ou à cause que c'était 2 Québécois peut-être ou 2 Canadiens que tu te sentais pas à l'aise, mais est-ce que tu es déjà arrivé sur place et tu as dit non, je suis pas à l'aise de faire ce combat-là puis tu t'es retiré du combat? Non, moi ça m'est jamais arrivé parce que bon, je te dirais que je me sens à l'aise d'arbitrer tout le monde. Il y a certaines commissions athlétiques qui nous envoient à l'avance. Puis je vais te donner l'exemple parce qu'on a parlé de Manchester. On m'a envoyé un courriel. On m'a donné la liste de tous les combattants. Puis dans cette liste-là, on m'a demandé en même temps, est-ce que j'avais un problème avec un de ces combattants-là ou je me sentais pas à l'aise comme tu dis. Puis dans mon cas, c'est pas arrivé. Mais là, c'est une pratique, je te dirais, qui est de plus en plus courante, je pense, qui va arriver en nous demandant si effectivement on a un problème. Et toi, Yves, tu fais ça depuis combien de temps, justement, là?
Hey, j'ai fait le premier show légal d'une commission athlétique en Amérique qui a eu lieu ici au Québec, en passant. OK. Ben, les gens pensent que ça a commencé ailleurs, là, mais on était la première commission athlétique ici au Québec à légaliser un combat. Ah Ça a oui? été, ça a été 6 mois avant le New Jersey. Le New Jersey qui dit souvent qu'ils ont été les premiers aux États-Unis, c'est vrai, qu'ils ont été le premier, mais en Amérique, ça a été le Québec. Ça a été un show de IFC qui a eu lieu ici. On avait Jeremy Horns, on avait Richard Nankou, on avait Travis, je me souviens plus trop quoi. Fulton, probablement. Ouais, il a fait 3 millions de combats, Ouais. ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. C'était en 1999 ou au début 2000. OK. Puis souvent, on se demande un peu d'où ce qu'ils viennent, les arbitres, parce que des fois, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Écoute, je pense que toi, tu fais partie des très bons, puis c'est pas parce que t'es Québécois. Je pense que internationalement, t'es reconnu comme un des tops dans l'organisation, mais toi, t'as quand même un background en arts martiaux. Hein. Ouais, ben, écoute, c'est arrivé une concours de circonstances. Dans mon cas, de même, ça a commencé. Moi, j'ai commencé, je fais des arts martiaux depuis que je suis petit cul, OK? Depuis que je suis petit bout. J'ai fait beaucoup de compétitions de karaté surtout. Karaté semi-contact, point fighting, full contact. J'ai fait du judo puis de la lutte quand j'étais petit bout, mais j'étais meilleur dans le striking. Quand j'ai décidé de prendre ma retraite des compétitions, j'avais un ami qui travaillait déjà pour la commission athlétique ici, Denis Landois, qui arbitrait le kickboxing. À ce moment-là, Mario Latraverse était fraîchement en poste, puis il cherchait d'autres arbitres. Je me suis inscrit, on était à peu près une cinquantaine, puis moi j'ai suivi les cours de la WBC dans le temps, puis de kickboxing. Mario avait fait descendre des arbitres, on avait fait des séminaires, puis sur le groupe de 50, il y en a retenu un, puis c'était moi. Fait qu'à partir de là, j'ai arbitré le kickboxing. Quand j'ai vu le premier show d'arts martiaux mix, je suis tombé en amour avec ce sport-là, ça avait même pas de bon sens. J'aurais aimé ça le pratiquer si j'avais pas été aussi vieux. Puis, en fin de compte, je me suis intéressé à ça. J'ai été suivre des cours. Et je me souviens, la première fois que Royce Gacy est venu donner un séminaire au Québec, c'était chez Nigel Scantlebury avec son frère Ario. J'étais là sur le tapis à pratiquer du jiu. Écoute, moi, je me suis intéressé à ça. Je parlais avec Mario Latraverse que ça, c'était pour devenir gros d'après moi, puis que c'était pour s'en venir un jour. Écoute, j'étais tellement un fan que j'ai changé. Moi, je tapais les UFC, puis j'avais pas accès au Pride. Puis j'avais un ami qui était en Europe, que lui avait accès au Pride. Fait que lui, il me tapait des Pride, puis moi, je tapais des UFC, puis on s'échangeait des cassettes VHS. Fait que oui, je suis vieux. Puis, pour voir le plus de combats possible dans ce temps-là. Puis écoute, avec Mario Latraverse, quand on a eu les problèmes sur la réserve, par la suite, il a décidé de former un comité. Moi, il m'a envoyé en éclaireur. Fait que j'étais un petit peu un espion, si tu veux, que j'allais sur la réserve voir les shows. J'annotais ce qui était correct puis ce qui était pas correct, puis je faisais rapport. Par la suite, le gouvernement a décidé de légaliser ça. Fait qu'ils ont mis ça dans les mains de Mario. Mario a formé une équipe qui a fait des audiences publiques. J'ai fait partie de cette équipe-là qui s'est promenée dans une couple de villes. On a interrogé beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont venus déposer des mémoires puis qui sont venus témoigner. Par la suite, on a fait le premier set de règlements. Mario a fait ce qu'il pouvait avec le gouvernement dans ce temps-là, mais les règlements qu'on avait n'étaient pas adéquats au sport. Tout le monde, d'après moi, pensait que c'était pour mourir, mais bon, forcé d'admettre que tout le monde a eu tort alentour de moi, puis que ce sport-là existe encore. Ben, exactement. Je suis content que tu parles des règlements parce que c'était un peu ma prochaine question parce que toi, t'es un vétéran. Ça fait longtemps que t'es dans ce milieu-là. Tu les as vus passer un après l'autre, les nouveaux règlements. Puis aujourd'hui, j'aime ça que tu me parles d'aujourd'hui, les arts martiaux mixtes aujourd'hui, des règlements. Qu'est-ce que toi, t'es pour s'il y a des améliorations à faire? Parce que je veux pas, toi, t'es là pour protéger les combattants. Tu connais les règlements sur le bout de tes doigts, t'as pas vraiment le choix. Donc, maintenant, il faut savoir que le sport vient de plus en plus rapide, les gars sont de plus en plus forts. C'est beaucoup plus... prendre une décision, c'est vraiment rapide. Là, c'est un instant de seconde, il faut que tu prennes une décision d'arrêter ou de laisser continuer le combat. Donc, tu sais, autour de ça, ça prend des règlements qui sont bien et qui sont capables d'être adoptés par tous les combattants. Toi, les règlements, peut-être que tu ajouterais, ou ben non, des règlements que tu trouves qui sont de trop dans les arts martiaux mixtes, c'est quoi? Oh, il y en a tellement. Je te dirais qu'à la base, les combattants, c'est des drôles de bébites. Hein. C'est du monde qui, bon, après ma barre, on peut penser, il y en a qui pensent que c'est des rustres qui sont plus ou moins intelligents. Puis moi, je suis tellement pas d'accord. Ces gars-là,
sont capables, avec les règlements qu'on leur donne, d'en tirer parti justement pour pouvoir gagner, parce que c'est leur gagne-pain, puis leur fenêtre d'opportunité est tellement mince qu'il faut qu'ils en profitent au maximum. Ils vont toujours jouer pour tirer avantage de la réglementation. Fait que je te dirais que surtout le sport de MMA a été créé avec des erreurs. Puis on doit remercier Tank Abbott pour beaucoup de règlements qu'on a inventés. Ouais. Non, écoute, n'importe qui se remémore Tank Abbott a regardé ses combats quand il a essayé de sortir un gars de la cage. Ben, tout de suite après, on a inventé le règlement, t'as pas le droit d'essayer de sortir quelqu'un de la cage. Ah ouais, je m'en souviens, ouais. Avec un Tank Abbott, t'as pas le droit de mettre tes doigts dans les coupures faites par un coup. Fait que les orifices faits par Dieu ou par toi-même, t'as pas le droit de mettre tes doigts dans ces plaies-là. Parce que, tu sais, quand ça a commencé à 93-94, on va se le dire, c'était de la boucherie, là. C'était ridicule, là. C'était ridicule. Il y avait peut-être 4-5 règlements et qui étaient, ouais, mais c'est ça, mais qui étaient imposés, mais tu sais, c'était vraiment pour peut-être avoir l'opinion publique de leur côté, mais les règlements au début, là, c'était dangereux, là. Puis ils ont pas eu le choix de changer ça à un moment donné s'ils voulaient pousser le sport un petit peu plus loin. Ben, pour que ça devienne un sport, justement, puis que ça devienne, qu'il y ait des lettres de noblesse. Fait que je te dirais que présentement, on a certains règlements qui sont comme le règlement d'un combattant qui est au plancher. Être au plancher, ça veut dire n'importe quelle autre partie de que les deux semelles de tes pieds qui touchent le sol, tu te trouves être au plancher. Fait que t'as pas le droit de recevoir de coups de genoux ou de coups de pied à la tête. Les 3 points d'appui. C'est pas tout à fait 3 points d'appui, okay. Mais on va y aller avec 3 points d'appui parce que c'est celui qu'on connaît le plus, je te dirais. Okay. Mais ça veut dire que tu peux être sur un pied, tu as un point d'appui, plus une main, ça en fait juste 2. Mais vu que tu as une main au sol, tu te trouves à être justement un combattant qui est au sol. Mais tu trouves pas qu'il y a beaucoup de combattants qui jouent avec ce règlement-là? Exact. Puis c'est pour ça qu'on essaye de le changer pour dire, écoute, on aimerait avoir au moins 2 mains. Puis moi, dans le speech, je dis, hey, si tu veux être au sol, là, tu laisses ta main au sol jusqu'à temps que tu veuilles améliorer ta position. Fait que moi, c'est un règlement que j'enlèverais parce que, justement, on la joue celle-là, puis les gars, bon, ben, ils tirent profit d'une réglementation qui, somme toute, va bénéficier aux tricheurs. Un autre que j'enlèverais, c'est les coups de genoux à la tête quand tu es au sol. Je te donne un exemple. Présentement, on l'a enlevé. Si tu prends la position nord-sud, je me dis, il y a beaucoup de positions à l'heure qu'on se parle que le combattant qui est au sol, qui a son dos au plancher, va profiter du fait que son adversaire ne peut pas le frapper avec son genou à la tête pour se mettre dans des positions dangereuses qu'il normalement ne ferait pas. Ça veut dire qu'ils vont être beaucoup plus passifs en faisant ça. Donc toi, tu ramènerais les coups de genou à la tête au sol? Moi, je le ramènerais, oui. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Au niveau professionnel, puis moi, j'ai déjà eu des discussions avec d'autres commissaires. Ils disaient, ben non, c'est trop dangereux, puis les autres shows, on va avoir des problèmes. Ben, engagez des arbitres qui a de l'allure d'abord. Parce que, si on se souvient, Pride, on se souviendra d'un Mark Coleman qui avait pris une prise de tête, je me souviens plus c'était qui son adversaire, puis il y avait aussi Mark Kerr qui avait fait la même affaire, qui démolissait les gars à coups de genoux. Ben, l'arbitre, s'il fait son ouvrage, après le premier qui va être KO, je regrette, mais il n'a plus, là, c'est pas plus pire qu'un coup de coude ou un coup de poing, là. Bon, justement, là, tu m'amènes sur ce chemin-là. Je voulais parler de l'éducation des juges et des arbitres. On en a parlé souvent, ça fait longtemps qu'on se connaît, Yves, on a parlé souvent qu'il y avait peut-être un manque de formation vraiment sérieuse pour les juges et les arbitres. Si on vient pas des arts martiaux mixtes, si on n'a pas fait longtemps, puis on n'est pas un fan premier d'arts martiaux mixtes et qu'on devient par définition un arbitre par la suite, là, tu trouves pas que ça arrive un petit peu moins avec les arbitres, mais avec les juges, souvent, il y a un manque d'éducation là-dedans? Moi, je pense qu'il y a un manque de guide présentement, puis le fait que le sport soit pas pareil partout aide pas les juges. Tu sais, on parle beaucoup, on entend des commentaires à la télé qui disent qu'on parle de dommages faits, mais c'est pas un critère, ça, au niveau des commissions athlétiques. Certaines commissions athlétiques n'auront pas tout à fait les mêmes règlements. On dit dans l'UFC qu'on utilise les réglementations universelles, mais la réglementation universelle ne l'est pas universelle. Fait que c'est un problème parce qu'il faut comprendre qu'à la base, se battre, c'est illégal. Ça devient toléré sous les lois qui régissent la province ou l'État où ce que t'es. Puis chaque État a ses règlements. Fait que c'est pour ça qu'on peut pas l'appliquer tout de suite at large. Fait que je donne souvent l'exemple, c'est votre voiture.
Prenez votre voiture, vous roulez ici sur les routes à 100 km. Traversez aux États-Unis, vous allez pouvoir rouler à 60 dans l'État de New York. Vous traversez au New Jersey, ça va être 70. Mais pourtant, la route ne change pas vraiment. Le conducteur ne change pas parce que c'est vous, votre véhicule ne change pas, mais pourtant, l'État a décidé que ça, c'était sécuritaire, puis d'autres l'étaient pas. Fait que malheureusement, les combattants, on les force un peu, puis c'est moins pire aujourd'hui que dans le temps. Fait que pour en revenir au point de l'éducation, aujourd'hui, les juges, je te dirais, qui sont un petit peu mélangés, puis mais qui arrivent avec des critères universels, je pense que ça va être bien. Au niveau de l'éducation maintenant, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a de bons cours qui se donnent. Ce qui n'existait pas dans le temps, que ça prenait quelqu'un qui connaissait ça vraiment. Puis je te dirais, Patrick, avec l'autre génération qui est en train de pousser, ça veut dire que les vétérans qui ont pris leur retraite, les vétérans de la première heure, puis peut-être les jeunes retraités vont peut-être venir justement grossir ce pool-là d'arbitres puis de juges, parce qu'on a vu Ricardo Almeida. Ouais, c'est à lui que je pensais, ouais. Un juge justement au New Jersey. Moi, j'accueille ça à bras ouverts. Ça veut pas dire qu'ils vont vont devenir t'as Ribeiro qui est rendu un arbitre aussi. Là. Oui, aussi. Ça veut pas dire qu'ils vont devenir bons, mais à tout le moins, on se devrait de leur faire une place pour justement qu'ils fassent leur apprentissage d'arbitre puis de juge, puis qu'ils viennent aider les autres qui sont en place. Fait que je te dirais que ça va tendre à diminuer beaucoup avec les années qui viennent. Je te dirais, je vais donner un exemple. Il y a plusieurs commissaires, comme ici en Ontario. Bon, Ken Hayashi m'a demandé d'être le head ref en Ontario pour aider ces nouveaux arbitres. Ben, pendant 2 puis 3 ans, moi, j'allais à toutes les shows en Ontario, puis j'allais aider la relève, justement, pour qu'elle soit meilleure. Ça, je l'ai fait à travers quelques commissions athlétiques dans le Canada. Fait que je pense qu'au niveau des arbitres, on s'en vient pas pire. Au niveau des juges aussi, là, ça s'en vient. Mais, tu sais, faut être patient, on est un sport qui est jeune. Fait que... Ah, c'est sûr, t'as raison. Puis on parlait des règlements tantôt. Une petite dernière question sur ton travail, parce qu'après ça, je veux parler plus de toi, de l'homme qui est dans l'octogone, qui a vu tellement de combats. Je veux parler de toi personnellement, mais le dernier règlement qu'on a vu cette semaine, c'est au Brésil. Au Brésil, là, maintenant, on va avoir le droit aux reprises directement après un combat. S'il y a une décision ou un doute sur la décision, ça a été... on sait que John McCarthy est en arrière de ça. Je voulais savoir si toi, tu étais pour ça, les reprises vidéo tout de suite après un combat, s'il y a un doute dans la tête de l'arbitre. Ça existe depuis très longtemps. Ok, pour les gens, moi j'étais au courant. Le premier qui a utilisé ça, c'était Steve Mazzagatti. Puis je vais vous dire exactement le combat qui l'a utilisé. Ça a été John Jones contre Matt Hamill. Okay. Les coups de coude, puis c'était la défaite de Jones. C'est un règlement qui existait, puis c'était pas en force dans toutes les commissions athlétiques. Moi je dis, l'important là, c'est d'avoir le bon gagnant en bout de ligne. OK? Ouais. Que, tu sais, les combattants crime, ils passent tellement d'heures à aller s'entraîner qu'on se doit, puis si ça aide on se doit en tant qu'arbitre d'avoir une conscience tranquille, on se doit en tant que commission athlétique de donner la victoire au bon gagnant, puis si ça retarde pas le processus, moi je suis pour à 100%. OK. Ah, c'est bien. C'est parce que je savais pas que ça avait déjà été établi ou utilisé dans le passé. Mais je pense, moi aussi, c'est la même chose. Quand on a des décisions puis les juges sont pas d'accord, mais quand même, quand c'est la bonne personne qui a gagné, écoute, je trouve ça correct. Là, je veux parler vraiment à Yves Lavigne, pas l'arbitre, mais de ta carrière, oui, de ta carrière d'arbitre, mais de toi personnellement. Là. J'aimerais savoir, t'en as fait des combats, là, t'en as peut-être fait plus que 1000 là, dans ta carrière, ça fait plus de 15 ans que tu fais ça. Donc, des combats, t'en as vu, t'en as passé un puis un autre. J'aimerais savoir c'est quoi ton meilleur souvenir, si t'en as rien qu'un, le meilleur souvenir, le meilleur combat que tu te souviens, que t'as arbitré, puis tu te sentais peut-être pas chanceux, mais privilégié d'être avec ces deux athlètes-là, ou même juste un des deux peut-être. Écoute, j'ai 2 gros moments, je te dirais, si j'ai vite de même. Un, ça a été mon premier combat à l'UFC. Parce que c'était un aboutissement, je te dirais. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai essayé d'être aux États-Unis. J'ai été arbitré pendant 2 ans de temps au New Jersey que je payais. OK, ça me coûtait de l'argent de ma poche pour aller arbitrer là, dans l'espoir de faire l'UFC à un moment donné. Ça s'est pas produit pendant les 2 ans. Puis, je te dirais, le fait que M. Mike Ranner m'appelle à un moment donné pour faire le UFC, le premier UFC que j'ai fait, c'était à 58.
le Canada contre USA. J'ai trouvé ça super cool, l'expérience. Puis par la suite, on a décidé de me garder alentour puis de me faire voyager autant que ça. Merci beaucoup. Je te dirais, celui qui m'a le plus rentré dans le corps, j'arbitrais même pas. C'était à Toronto, quand il y a eu 56 000 personnes qui sont venues voir un show au Rogers Center. Puis tu sais, faut comprendre aussi, parce que tout était là de la première heure. Moi, j'avais retourné à l'école, pendant ce temps-là, je travaillais. Puis quand je disais que j'arbitrais les combats d'arts martiaux mixtes, puis je parlais de ça dans le temps qu'on appelait ça combats extrêmes, puis c'est un terme qui me pue encore au nez aujourd'hui. Puis écoute, tu parlais de ça avec quelqu'un, tu les voyais reculer d'un pas. Hein? Tu te tiens avec du monde de même? Ouais. Hein? Puis ils reculaient. Puis là, c'est des sauvages. Ben, c'est pas pantoute ça. Puis on allait chercher les fans un par un à stick. Il y avait juste, on parlait pas de milliers là, de spectateurs, on parlait de centaines. Puis tu sais, Colin, ça a été dur. Puis d'arriver au Rogers Center, 56 000 personnes, puis tu regardes tout ça, puis tu dis, hey, fuck, on en a fait, excusez pour le fuck, là, mais on en a fait du chemin en petit Jésus de plâtre. Fait que j'ai éprouvé une super grosse fierté de dire que j'ai participé un petit peu à quelque chose de crissement plus gros que moi, qui s'appelle les arts martiaux mixtes, à ce développement-là. Fait que j'ai été hyper fier. Mais quand tu rentres dans l'octogone avec des légendes, on parlait de Dan Anderson, t'as arbitré en tout cas, peut-être qu'il va revenir, moi ça m'étonnerait, je pense à 46 ans, il a fait le tour, c'est une légende vivante, mais tu sais, quand t'es rentré dans ce combat-là, tu savais que c'était son dernier combat en carrière. Est-ce que t'es capable de mettre ça sur le côté ou quand même, tu y penses quand même que tu as arbitré le dernier combat d'une légende qui a marqué les arts martiaux mixtes à travers toutes ces années-là? J'y pense même plus. Je te dirais que la discussion pour ceux qui ne le savent pas, toi, tu es au courant, on rencontre les combattants qu'on va arbitrer avant, on a une petite discussion avec eux autres, on parle de la réglementation un peu, comment que je vais arbitrer le combat, puis comment que moi je vais me comporter, puis qu'est-ce que je m'attends du combattant s'il y a telle ou telle situation qui arrive. On a eu la discussion, moi puis Dan, parce que c'est pas la première fois que je l'arbitre, j'ai eu le privilège de l'arbitrer avant, puis il me l'a bien dit, il dit, écoute, il dit, je veux pas partir sur une mauvaise note, Yves. Puis, tu sais, des fois, les combattants, ils disent toujours, j'ai venu mourir dans l'octogone que t'arrêtes ça avant. Puis, je dis, tu sais, on a eu une drôle de discussion, moi puis Dan, puis je l'ai remercié pour toutes ces années-là. Mais quand on rentre dans l'octogone, c'est fini, là. C'est que t'as deux combattants, puis moi, je suis là pour que les deux aient une chance égale de gagner, au meilleur de ma connaissance, puis le mieux que je peux faire. Puis, tu sais, j'ai pas de parti pris, je mets tout ça de côté. Tu sais, comme il dit, hey, je suis capable d'en prendre des coups de poing. Puis je disais, M. Anderson, je regrette, mais démontrez-moi que vous êtes capable de vous défendre intelligemment, puis je l'arrêterai pas le combat. Mais si vous mettez dans une situation, quand même que je sais que le dernier combat vous n'avez pris, plein la gueule de ce combat-là, c'est plus la même chose. On repart à neuf. Là, mais c'est quand même important de connaître les combattants que tu vas arbitrer. Il y en a que tu sais que leur style, un peu comme Dan Anderson, est-ce que tu vas être tenté d'y laisser une plus grande, peut-être 2-3 secondes de plus de récupérer parce qu'avec son historique, tu sais qu'il y a un bon menton puis il est capable d'en prendre, ou toi, c'est vraiment la sécurité des combattants, quand ils se défendent peu intelligemment, tu vas intervenir. Mais sinon, moi, je pense que c'est important des arbitres de connaître les combattants qui vont arbitrer. C'est connaître. On parle de Dan Anderson, justement. Tout le monde a vu le combat, puis si on regarde tous les autres combats de Dan Anderson, on s'aperçoit qu'on dirait qu'il a de l'air d'un gars qui est épuisé après le deuxième round. Mm-hmm. Puis de la manière qu'il se comporte. Les coups de poing qu'il reçoit, on dirait que ça lui fait beaucoup plus de dommages que ça en fait réellement parce que c'est son style. Oui, c'est important de le connaître. Je te dirais qu'on peut avoir tendance à lui donner le bénéfice du doute, mais il y a des signes qui ne me trompent pas. Tu sais, il y a on va se fier beaucoup plus sur le langage du corps de la personne, étant donné qu'on le connaît, parce qu'on l'a vu dans d'autres situations, que juste sur sa figure, s'il nous marque s'il est OK puis il l'est pas, là. Mais je te dirais qu'on fait abstraction de ça pareil.
On va dire. Je peux dire que t'as pas de parti pris parce que t'as arrêté mon dernier combat face à Cerrone. Puis, en tout cas, c'était pour montrer que t'as pas de parti pris, mais c'était une très bonne décision. C'est une joke. Mais c'est juste pour montrer que t'avais vraiment une bonne décision. C'est exactement ça. Faut que tu sois impartial, mais faut connaître quand même les combattants, leur style, là. On leur donne le bénéfice du doute. Exactement. J'ai 2 dernières questions pour toi, Yves. J'aimerais ça que tu me répondes à une question, si savoir tes souvenirs sont quand même assez bons. J'aimerais savoir ce qui s'est passé à l'UFC 84, Machida face à Tito Ortiz. Écoute, je voulais juste montrer mes talents athlétiques. Pour ceux qui n'ont pas vu l'image ou la vidéo, c'est dans ce combat-là que Yves a fait une belle pirouette arrière sur le tapis. Donc, c'était assez comique et ça a fait le tour du monde des arts. Ça a fait le tour de la planète des arts martiaux mixtes. Écoute, le combat en tant que tel, du souvenir, parce que tout le monde a bien ri de moi avec cette histoire-là, même après. Puis je te dirais que Joe Silva m'a poussé une petite craque avec ça. Il dit maintenant, Yves, il dit on sait qu'on peut compter sur toi quand les combats vont être trop plates, tu vas nous sortir un petit quelque chose de ton sac. Tu sais, bon, puis si la caméra avait pas changé de son angle de vue, personne ne l'aurait vu. Ouais. On aurait juste entendu 16 000 personnes partir à rire. Et Goldberg puis Joe Rogan d'en rajouter Heath Living is down, puis Rogan and he's back up. C'était con. Écoute, tu peux aller écouter ça sur YouTube, c'est ben trop drôle. Moi, toutes les fois j'écoute ça, je pisse dans mes culottes. Je trouve ça vraiment drôle, mais je m'étais blessé. Tu le vois, en plus, tu te relèves, t'as le gros sourire dans le visage. Comment tu veux pas rire? Tu sais que tout le monde a vu ça, puis là, tout le monde rit dans la salle parce que le combat était un peu terne, rendu au 3e round. Puis moi, je m'étais blessé à une cheville en m'entraînant, puis je l'avais juste tapé, puis Colin, faut croire que le tape avait pas été bon, j'ai senti ma cheville partir un peu sur le côté, fait que j'ai dit « Hey, fudge, moi je me laisse aller avec ça, je me pèterai pas une cheville d'aplomb, c'est pas vrai d'un combat. » Fait que bon, ça a fait les nouvelles, mais c'était juste drôle. Dernière question, et je parle aux fans du sport, des arts martiaux mixtes, à travers toutes ces années-là. J'aimerais savoir, toi, Yves, qui tu penses qui est le meilleur combattant de l'histoire, qui existe encore aujourd'hui ou qui a fait dans le passé? Mais toi, ton opinion en tant que fan, t'en as vu des combats, là, t'en as vu beaucoup, là. C'est quoi ton opinion? Comme fan? Ouais. Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, tu l'as arbitré quand même une couple de fois, je pense. Ouais, plus qu'à mon tour. Écoute, si on prend Georges pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a pu amener, parce que moi j'appelle ça, tout est rentré dans cette zone-là en même temps, moi j'appelle ça la version 2.0 des combattants, ceux qui se sont améliorés, que c'est parti d'un sport qui était quand même un peu plus ruste, puis on est rendu avec des athlètes. Moi, je te considère comme étant aussi les athlètes qui auraient pu choisir un autre sport, mais qui ont décidé de choisir les arts martiaux mixtes pour exceller, puis qui ont amené ça à un autre niveau. Georges, il a amené aussi des commanditaires, des blue chips qu'on appelle, des Under Armour, qui se sont intéressés à ce sport-là. Tu sais, il faut pas non plus renier des gars comme Couture qui ont tenu à bout de bras, des Tito Ortiz qui a tenu à bout de bras ce sport-là qui était dénigré de partout, qui avait pas le droit d'être diffusé même au Canada. Tu sais, il y en a beaucoup. Étant québécois, je vais prêcher pour ma paroisse, puis je vais dire Georges. Ça te va l'appartenance un peu. Ouais, définitivement. Parce que, écoute, on va pousser notre monde de chez nous avant de pousser le monde d'ailleurs. Mais je te dirais que dans l'histoire de l'UFC, il y a eu tellement de gens, tu sais, Pat Miletich qui vient de Montréal, on aurait pu le nommer, tu sais, qui a été champion pendant tellement d'années. Il y a le premier champion des 170 livres, le premier champion de la catégorie à Georges de l'histoire de l'UFC. Tu sais, puis ce gars-là, faut pas oublier qu'en plus a été un entraîneur émérite. Tu sais, moi, j'ai été m'entraîner là comme, écoute, c'était des malades, c'était des machines, là. Quand t'as un James Pulver qui est avec toi, Jeremy Horn, t'as un Matt Hughes, t'as tout ça dans le même gym, puis toi, t'es là, puis tu regardes, puis tu dis, oh, là, il y a du talent au pied carré ici, là. Ça sent vraiment le championnat, là. Tu sais, c'est... Il y en a beaucoup. Mais je te dirais que je vais prendre Georges parce que je suis québécois, parce qu'il a amené ça à un autre niveau. Puis bon, même 3 ans après sa retraite, il réussit quand même à faire parler de lui. C'est sûr. Yves Lavigne, tu as été notre première invité dans le podcast Uppercut. Je voulais te remercier beaucoup pour ton temps. Je pense que c'était une réussite. Il y a beaucoup de monde qui connaissent pas les derrières de l'emploi d'un arbitre. Puis ça, c'est ça
mon but dans ce podcast-là, c'est d'aller voir des combattants, mais d'aller voir des arbitres aussi, de voir un peu ce qui se passe en arrière des rideaux. Je te remercie beaucoup pour ton temps, Yves. Hey, merci bien gros de m'avoir donné un petit bout. Puis tu sais, être arbitre, c'est vrai que c'est pas facile parce que sérieusement, puis comme je dis souvent, il n'y a pas personne qui paye une scène pour aller voir l'arbitre. Mais pourtant, il a un maudit paquet qui vont chialer après un combat. Fait que c'est un petit peu ingrat, mais Krim s'en prend un. Fait que faut croire que je dois être masochiste un peu. Encore une fois, merci Yves. Je te souhaite une bonne soirée. Hey, toi aussi, merci beaucoup. Bye bye. Bye.